Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le président américain Joe Biden est en Irlande du Nord 25 ans après les accords de paix du Vendredi Saint qui ont mis fin à 3 décennies de violence entre protestants attachés à la couronne britannique et catholiques souhaitant s'unir à la République d'Irlande. La paix fragile obtenue grâce à cet accord va-t-elle perdurer alors que le Brexit sème la discorde? L'Irlande du Nord est-elle condamnée à vivre avec les fantômes de la guerre civile qui a secoué la région pendant 30 ans et fait 3500 morts? Pour en parler, nous sommes en duplex avec Agnès Maillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Dublin et vous êtes professeur en études culturelles à Dublin City University, où on vous doit notamment l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Et puis ici, dans ce studio, Clianani Riordoin, vous êtes professeur à l'Institut du monde anglophone de la Sorbonne Nouvelle, traductrice et critique littéraire. On vous doit notamment Irlande, Histoire, Société, Culture aux éditions de la Découverte. Peut-être déjà nous donner le sens de quelques mots et pour clarifier les choses notamment, on parle d'Irlande du Nord et de République d'Irlande et non d'Irlande du Sud. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, Cliana? Oui, bien sûr. Je pense que même on pourrait dire qu'on ne parle pas de République d'Irlande. Les noms officiels de l'État irlandais sont Ireland et Éire, donc la traduction en gaélique ou le nom d'origine en VO du pays. Cette appellation Irlande du Nord, Irlande du Sud, c'est venu en tant que binarité d'une certaine façon, et l'Irlande du Nord n'a été établie qu'en 1922, et c'est le nom officiel, mais on l'appelle beaucoup d'autres choses en fonction de sa position politique. Donc pendant très longtemps, on parlait du Nord et du Sud comme étant les Six Counties et les 26 Counties, parce qu'il y a 32 comtés en Irlande. Et si on disait Six Counties, ça voulait forcément dire qu'on était du côté nationaliste et qu'on était contre la frontière qui avait été établie. Donc les mots comptent, ne serait-ce que votre collègue qui a utilisé le terme Londonderry ce matin. En Irlande, d'où je viens, on ne dirait pas Londonderry, on dirait toujours Derry. Pourquoi? Parce que Londonderry, London a été accolé au nom de la ville de Derry après ces années après un très long siège, et c'est utilisé comme titre de gloire et de c'est l'équivalent de la victoire sur le peuple de Derry qui ont été soumis. On a donc des mots qu'il faut définir avec des usages politiques. L'autre usage politique, c'est la visite donc des présidents américains en Irlande. Agnès Maillot, il y a une diaspora irlandaise importante et notamment aux États-Unis. Et on parle de 30 millions de personnes d'origine irlandaise. C'est une sorte de passage obligé. Il y a eu des précédents. Cette visite est-elle particulièrement importante? Expliquez-nous. Alors, il y a eu des précédents puisque, en fait, d'abord, la plupart des présidents américains sont d'origine irlandaise ou disent être d'origine irlandaise. Donc, dans l'histoire, il y a une forte majorité de présidents américains d'origine irlandaise. Ce n'est ni la première visite, ni la plus importante. On considère que la visite de Bill Clinton en 1995 a été fondamentale, puisque les États-Unis, à l'époque, ont été littéralement partie prenante du processus de paix. Ils ont même présidé les négociations à travers leur envoyé spécial qui était George Mitchell, qui était un représentant de la Chambre américaine. Et ils ont aussi, évidemment, incité leurs investisseurs à redonner à l'économie nord-irlandaise, qui à l'époque était quand même très, très, très endommagée par 30 ans de guerre civile, mais Bien sûr. aussi par un manque d'investissement, d'infrastructures, etc. Donc les investisseurs ont été invités à venir s'installer en Irlande du Nord. Donc on peut dire que les États-Unis ont eu un rôle fondamental
politique, mais aussi économique. La visite de Joe Biden, elle est à la fois symbolique parce que ce sont les 25 ans de l'accord de 98. Elle est aussi un signe d'un redémarrage entre le Royaume-Uni et les États-Unis, dont les relations ont été quand même relativement endommagées pendant toute la période de Boris Johnson. Et puis, c'est aussi la visite de Joe Biden. C'est surtout une visite, un retour aux sources pour lui, puisqu'il retourne dans sa ville natale, qui est à l'ouest de l'Irlande, à Ballina. 25 ans donc de paix, même si la paix est fragile. En 1998, Cliana Ní Riordan, vous n'y étiez pas en Irlande, mais j'imagine que cette date est malgré tout une date importante pour vous. Oui, je n'étais pas en Irlande, mais j'ai quand même pris un billet pour rentrer en Irlande, voter dans le référendum, parce que je trouvais que c'était tellement important et que les Irlandais à l'étranger n'ont pas le droit de vote. Cet accord de paix, il portait sur quoi, Agnès Maillot? Pouvez-vous nous rappeler la manière dont l'IRA, c'est un terme peut-être qu'il faudrait définir pour les plus jeunes qui nous écoutent, comment l'IRA et le conflit nord-irlandais a été une étape à la fois violente, sanglante, depuis 1969, donc jusqu'à cet accord de paix en 1998. Alors, je pense qu'il faut rappeler que le conflit nord-irlandais, c'est un conflit tripartite, c'est-à-dire qu'il y a effectivement d'un côté les républicains de l'IRA, de l'autre côté, il y a les unionistes et surtout les loyalistes qui sont leur représentation armée, et puis il y a les Britanniques évidemment. Et la lutte de l'IRA, c'est avant tout focalisé contre les Britanniques, même si elle a fait énormément de morts parmi les civils. Donc, en fait, on avait d'un côté les nationalistes républicains qui voulaient un rattachement de l'Irlande du Nord à la République d'Irlande, donc la réunification. De l'autre côté, les unionistes qui sont viscéralement opposés à toute idée de réunification, et les Britanniques qui, eux, veulent maintenir l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, mais qui cherchent une solution négociée qui permette à l'Irlande du Nord d'avoir un gouvernement autonome. C'est ce qu'on a obtenu avec les accords de 98, qui ont instauré une coalition forcée entre nationalistes et unionistes au sein du Parlement de Stormont. Ils sont obligés de gouverner ensemble. Il y a eu par ailleurs des mécanismes de paix, par exemple la libération anticipée des prisonniers, le désarmement de toutes les organisations paramilitaires, et puis aussi des institutions transfrontalières. Et ça, c'est très important, des institutions qui permettent aux deux côtés de l'Irlande de travailler cadre institutionnel. Donc tout ça a permis à l'Irlande du Nord de passer d'une situation de violence, comment dire, pratiquement, c'est un conflit qui a été très violent, 3600 morts c'est beaucoup, mais qui s'est installé dans le temps, qui a duré très très longtemps, donc qui a marqué plusieurs générations de Nord-Irlandais. Donc ça a permis cette transition vers la paix, mais une paix toujours fragilisée par des questions qui ne sont toujours pas résolues. Notamment, on voit bien en ce moment qu'il n'y a pas d'accord pour reformer un gouvernement, et donc on est dans un vide politique depuis plus d'un an maintenant. On se souvient, Cliana Ní Riordan, on se souvient de scènes extrêmement violentes, de scènes que l'on montrait à la télévision en Europe, en France en particulier. On se souvient aussi d'une sorte de facilité qui consistait, pour nous, Français par exemple, à considérer qu'il y avait une dimension religieuse très forte dans ce conflit entre catholiques et protestants. Vous, pour les Irlandais, comment viviez-vous cela? Je pense que il y avait certes cette dénomination et ce partage facile entre protestants et catholiques. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a aussi des dimensions qui ont des liens avec une question de classe sociale aussi.
Et je pense qu'on voit l'arrivée des mouvements pour la paix dans les années 60, quand toute une génération d'Irlandais du Nord ont pu bénéficier de The Education Act, qui a été introduit en Grande-Bretagne en 1944 et qui a permis à tous les Irlandais du Nord, qu'importe leur religion, d'aller à l'école secondaire et de pouvoir accéder à l'université. Mais alors, vous, votre famille, par exemple, vous étiez catholique, protestant. Est-ce que ça comptait? Est-ce que ça n'avait pas d'importance? Alors, je viens du Sud. Mon nom de famille est un nom de famille en gaélique. Donc, je viens d'une famille catholique avec une forte culture gaélophone. Euh, je pense que ça a compté dans ma famille parce que c'est peu habituel. J'ai grandi dans la ville de Cork. C'est peu habituel dans une grande ville comme Cork d'avoir une famille gaélophone. De manière générale, les gaélophones vivent dans des endroits qu'on appelle les Gaeltacht. Et donc, j'étais consciente de cette différence. Et s'agissait-il d'une société extrêmement clivée où protestants et catholiques avaient peu de rapports, ou bien au contraire d'une société mélangée, mais dès lors que le conflit a débuté en 1969, eh bien les deux communautés se sont éloignées? Alors, dans le Sud, je pense que le clivage se voit au niveau de l'enseignement. L'enseignement se fait toujours, pour la plupart, dans des écoles confessionnelles. Donc, je suis allée dans une école à confession catholique, mais j'avais des voisins protestants, des amis protestants. Mais je pense que toute cette situation-là, vous parlez du siècle dernier, l'Irlande a changé. L'Irlande est devenue un pays séculier où la religion compte beaucoup moins, où un enseignement intégré est ouvert maintenant. Et donc, la société que j'ai quittée quand je suis venue habiter en France n'existe plus. Oui, parce que parmi les clichés qu'on a sur l'Irlande, il y a le fait qu'il s'agit d'un pays extrêmement religieux, où la religion domine les pratiques, les croyances, même les lois. Alors, on parle de la croyance et des lois parce que la Constitution de 1937, qui est la deuxième constitution de l'Irlande après le traité de 1921, cette constitution a été rédigée par Eamon de Valera, qui était le Premier ministre de l'époque, mais rédigée, on dit, main dans la main avec l'archevêque de Dublin de l'époque, Archbishop McQuaid. Donc, il y avait des éléments dans cette constitution qui reconnaissaient, par exemple, le rôle de la femme qui était primordial comme mère au foyer. Est-ce que ces choses-là, Agnès Maillot, vous qui êtes professeure en études culturelles à Dublin, est-ce que ces choses-là ont considérablement évolué désormais? Est-ce qu'on a encore un clivage entre protestants et catholiques, même s'il y a eu un processus de sécularisation? Est-ce que ces frontières se sont effacées en l'espace de 25 ans? Alors, ce qu'on peut dire en Irlande du Nord, en tout cas, c'est que la démographie, elle bouge et elle bouge considérablement. Donc, l'État nord-irlandais qui, au départ, quand il a été dessiné, quand les frontières ont été dessinées, a été conçu pour qu'il y ait une majorité protestante. Donc, il y avait à peu près 2 tiers de protestants pour 1 tiers de catholiques. D'où la mainmise des unionistes protestants sur le pouvoir et sur les institutions, et d'où cette discrimination institutionnelle qui s'est établie pratiquement dès la fondation de l'État nord-irlandais. Actuellement, le dernier recensement qui date de 2021 nous donne une majorité catholique de à peu près 48% de personnes contre à peu près 45-46% de protestants, ce qui est un bouleversement énorme. Mais surtout, on a environ entre 15 et 18% de personnes qui ne se reconnaissent plus ni dans une ni dans l'autre identité. Donc la démographie, elle bouge aussi dans les mœurs. En République d'Irlande, on a eu quand même en 2015 puis en 2018 des référendums qui ont été très très forts, très puissants, qui ont envoyé un message très puissant à la société et à l'Église, puisqu'en 2015 c'était sur le mariage pour tous, le seul pays au monde à avoir fait passer
une législation sur le mariage pour tous par référendum, et puis en 2018 pour abroger la clause de la Constitution qui interdisait l'avortement. Donc, on a eu des raz-de-marée vraiment très, très Eh oui. puissants et très significatifs dans une société qui, effectivement, en République d'Irlande, est devenue une société quasiment laïque, avec encore, malgré tout, la mainmise de l'Église sur certains secteurs comme l'éducation, qui n'est pas encore complètement laïque, loin s'en faut. Mais enfin, ce côté-là se développe. En Irlande du Nord, c'est beaucoup plus compliqué parce que malgré tout, ces identités restent très, très liées aux choix politiques que font les gens. Donc, si on est protestant, on ne vote pas nationaliste, et si on est catholique, on ne vote pas unioniste. Et puis, il y a ceux qui sont au milieu, qui pour l'instant votent pour un parti qui s'appelle le Parti de l'Alliance, qui n'est ni l'un ni l'autre, et qui est en train de gagner en représentation. Mais enfin, malgré tout, on a encore cette binarité politique entre unioniste d'un côté et nationaliste de l'autre. Alors, bon, c'est à ça, Cliana Ní Riordan, dont on pense lorsqu'on évoque l'Irlande et le processus de sécularisation, le mariage pour tous, donc l'autorisation de l'avortement, alors que bien souvent, on évoquait cette interdiction, l'interdiction de l'avortement, comme étant le signe qu'on avait encore affaire à une société très religieuse. Oui, c'est le cas, mais comme Agnès a souligné, on voit l'évolution ne serait-ce qu'en 10 ans, l'ouverture du pays et la richesse du pays aussi. Le PIB qui est quand même, par rapport à quand moi j'ai quitté l'Irlande en 90, les bons en avant qu'a pris un pays qui est devenu une force économique et qui a Qui n'est continué plus à un avoir... pays d'émigration dès lors, Non, c'est plutôt un pays de migration. ce qui là aussi est une nouveauté, puisque l'Irlande, la diaspora irlandaise est le signe qu'il s'agissait d'un pays pauvre qu'on avait tendance à fuir. Et cette migration fait aussi que l'Irlande essaye en tout cas de devenir une société multiculturelle. On va évoquer ces changements irlandais, la culture irlandaise, Joyce, sur lequel vous avez travaillé, Cliana Ní Riordan. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut du monde anglophone de la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également traductrice, critique littéraire. On vous doit Irlande, Histoire, Société, Culture aux éditions La Découverte avec Maurice Goldring. Agnès Maillot, on se retrouve également dans quelques instants. Vous avez publié L'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, à l'occasion de la venue de Joe Biden en Irlande, on évoque 25 ans d'une paix fragile, la politique, la culture irlandaise. Nous sommes en duplex de Dublin avec Agnès Maillot, professeure en études culturelles à l'université de Dublin. On vous doit notamment l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Et puis ici même dans ce studio, la traductrice, critique littéraire, professeure à l'Institut du monde anglophone de la Sorbonne Nouvelle, Cliana Ní Riordan. Alors ce lien entre les Pays-Bas et l'Irlande. Oui, c'est Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange qui a été appelé à la rescousse par la famille royale britannique parce qu'il ne voulait pas d'un nouveau roi catholique. Donc, ils ont fait appel à Guillaume d'Orange qui était marié à Mary. Et c'est lui qui est allé batailler à la bataille de la Boyne en Irlande et qui a vaincu James II, Jacques II, qui a couru jusqu'à Paris et qui a dit au roi, les Irlandais m'ont déserté, ils ont couru et lui aurait dit, mais vous avez gagné la course. Vous voyez, Jean Lémarie, votre transition, elle Je était suis impressionné. toute Je suis impressionné. Elle était toute trouvée, mais il y a un autre catholique dans l'histoire présente dans l'actualité, c'est Joe Biden. Le fait qu'il y ait un président américain en Irlande, ça c'est un exercice courant du fait de l'importance de la diaspora irlandaise aux États-Unis. Je l'ai dit, 30 millions d'Américains sont d'origine irlandaise. Le fait qu'il soit catholique, Cliana?
C'est le deuxième président irlandais qui soit de confession catholique, le premier étant John F. Kennedy. Et donc ça, c'est quelque chose de moins courant. Est-ce que ça a des répercussions politiques? Je pense que quand Kennedy était venu en Irlande, ça avait une dimension très importante. Je pense que ça l'est beaucoup moins maintenant. Euh, En raison, comme Agnès l'a souligné, du fait que l'Irlande est devenue un pays presque laïque maintenant. Agnès Maillot, un pays donc de plus en plus séculier, un pays, alors là je vais me faire disputer si je dis que c'est un paradis fiscal, une terre d'optimisation fiscale, en revanche ça on peut le dire, qui a accueilli de nombreux sièges de grandes entreprises, notamment des GAFAM, ce qui a accéléré sa prospérité économique. Absolument, absolument. Non, vous pouvez le dire, puisqu'on mentionne souvent l'Irlande comme faisant partie des paradis fiscaux en Europe. Euh, alors, l'Irlande est dans une situation un petit peu compliquée, puisqu'elle est sous pression de l'Europe. On se rappelle notamment du fait que Apple, qui est installé à Dublin, dans un quartier qui est un petit peu à part, c'est le quartier des GAFAM, donc tout est un petit peu très moderniste, un quartier très très différent du reste de l'Irlande. Apple doit théoriquement à l'État irlandais, ou devait il y a quelques années, 9 milliards en impôts non payés que l'État irlandais ne voulait pas accepter, de peur en fait de voir ces GAFAM et toutes ces autres entreprises. Il y a par exemple le secteur pharmaceutique qui est aussi très présent en Irlande, et bien de les voir quitter le territoire irlandais pour aller délocaliser ailleurs où ça serait encore très bénéfique. L'argument de ceux qui sont contre cet état de choses en Irlande, c'est de dire que l'Irlande a une population qui est très jeune, qui est très formée, puisque la majorité des jeunes Irlandais font des études supérieures, et qui est anglophone. Et en plus, c'est un pays qui a des infrastructures relativement développées maintenant par rapport à ce que c'était il y a 30 ans. Donc, ça restera de toute manière une attraction, enfin une destination attirante pour des multinationales qui peuvent arriver et en fait s'installer pratiquement et se mettre à fonctionner pratiquement immédiatement. Bien entendu, il y a d'autres embûches pour on parlait tout à l'heure de toutes ces personnes qui viennent s'installer en Irlande parce que c'est devenu une terre d'immigration. Il y a d'autres questions qui se posent, comme celle du logement, qui est un petit peu le serpent de mer dont on discute en Irlande depuis des années, mais qui là a atteint la crise a atteint un paroxysme. On ne sait plus du tout où loger ces nouveaux arrivants et les Irlandais. Mais en tout cas, l'Irlande, effectivement, est un paradis fiscal, un pays très moderne, très, très tourné vers l'avenir et très tourné vers les États-Unis. Liana, un commentaire. Oui, je pense qu'Agnès a raison quand elle dit que la crise du logement est aiguë. Je pense qu'il y a des jeunes de nouveau qui vont migrer parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement. C'est extrêmement difficile. Les files d'attente à Dublin devant des appartements à louer sont énormes. C'est vraiment le marché des propriétaires et qui peuvent exiger des preuves et des éléments biographiques sur leurs locataires qui sont surdimensionnés. La question cette fois-ci de l'Europe, de l'appartenance à l'Europe, le rapport complexe au Brexit, Agnès Maillot. Alors, en République d'Irlande, en Irlande, comme on dit communément, il y a un fort soutien pour l'Union européenne qui ne s'est pas du tout démenti au moment du Brexit. Au contraire, puisqu'on a vu à ce moment-là les tensions que pouvait susciter un tel mouvement de la part du Royaume-Uni. En Irlande du Nord, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on a toujours cette division bipartisane. On a d'un côté des unionistes qui sont partagés. Il y a à peu près 50% d'unionistes qui ont voté contre le Brexit et 50% qui ont voté pour le Brexit. Il faut dire que les unionistes, et en particulier ceux du DUP, qui est le parti majoritaire dans la famille politique unioniste, sont et ont toujours été eurosceptiques. Ils sont alignés avec la frange eurosceptique du Parti conservateur britannique. Donc, ce n'était pas surprenant qu'ils votent pour le Brexit. Ce qui était très surprenant, c'est qu'ils n'avaient pas semblé
accordé beaucoup d'attention à la question épineuse de la frontière. En revanche, de l'autre côté, du côté nationaliste, on a voté massivement contre le Brexit parce qu'on sait que l'Union européenne a été un facteur de progrès, a été un investisseur énorme dans le processus de paix. Il y a eu 3 programmes qui s'appellent Peace 1, Peace 2, Peace 3, qui ont été des programmes, des subventions énormes accordées par l'Union européenne à des programmes promouvant la paix en Irlande du Nord, et bien entendu les subventions considérables de l'Union européenne à l'agriculture nord-irlandaise, qui reste quand même malgré tout un secteur économique vital pour cette région. Donc c'est très compliqué parce que d'un côté, on veut rester dans le Royaume-Uni, d'un autre côté, on ne veut pas complètement quitter l'Union européenne, et c'est là, en fait, qui est vraiment le talon d'Achille du Brexit, c'est de n'avoir accordé aucune attention, ni en Irlande du Nord, ni en Grande-Bretagne, à la question qui allait inévitablement se poser, qui est celle de la frontière, et qui en fait empoisonne les débats depuis 2016. Cliana Ní Riordan, votre appartenance à l'Europe, justement, la manière dont cette appartenance, elle se joue non pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel, comment la voyez-vous? Je pense que l'Irlande a progressé énormément grâce à l'Europe. On n'a qu'à regarder le statut des femmes quand l'Irlande est entrée dans l'Union européenne. Avant l'entrée, les femmes mariées qui faisaient partie du secteur public devaient, à leur mariage, démissionner. Donc, cette marriage ban, comme on l'appelait, a été abrogée à la fin des années 70 en préparation de l'entrée de l'Irlande dans l'Union européenne en 73. Le statut des femmes donc a énormément changé. Il faut se rappeler que l'Irlande a eu 2 présidentes femmes et que cette libération de la femme, me semble-t-il, est directement liée à la présence de l'Union européenne et à notre adhésion à l'Europe. Et pour continuer sur l'importance de l'Irlande dans l'Europe, dans la culture européenne, il fallait évidemment que l'on évoque Joyce, il fallait notamment que l'on évoque Joyce parce que vous avez travaillé sur les traductions de Joyce, Cliana Ní Riordan. Je vous propose d'entendre la voix de Joyce. Well, you know, don't you ken it, or haven't I told you? Every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty are taking root, and my cold chair's gone ashly. Feeloo, feeloo. What age is that? It soon is late. 'Tis endless now since I or one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sigh. When will they La voix de reassemble? Joyce, quelques mots, Cliana, sur ce que l'on est en train d'entendre. Je pense que ce qu'on entend dans Finnegan's Wake, c'est toutes les langues de l'Europe mélangées. Et c'est ça la force de Joyce. Et je pense que Joyce a fui l'Irlande parce qu'il trouvait que c'était une île inhospitable pour quelqu'un qui était très ouvert, très tourné vers l'autre. Je pense qu'il ne reconnaîtrait pas le pays maintenant. Et je pense que ce qui est très emblématique, c'est que l'année dernière, quand on a fêté le centenaire de l'État libre de l'Irlande, on a aussi beaucoup fêté le centenaire de la publication d'Ulysse. Comme quoi l'Irlande voulait se racheter en mettant en avant ce personnage haut en couleur, mais aussi très ouvert, innovant, moderniste. Et c'est ce à quoi l'Irlande aspire aujourd'hui. Joyce, il a un peu fait comme vous, il est venu à Paris. Oui. Il est venu pour un petit moment, il est resté finalement, 20 ans? Oh, il est resté, il a fait des va-et-vient. Il est venu au départ pour faire des études de médecine parce que ça coûtait trop cher en Irlande. Mais c'était trop difficile et il est rentré chez lui. Et puis il est revenu après être passé par l'Italie et sur les conseils de son ami Ezra Pound. Et comment faire pour expliquer à quel point Joyce est aussi important aujourd'hui dans l'image de l'Irlande, de Dublin? Il y a un jour consacré à Joyce en Irlande. Expliquez-nous pourquoi il y a une telle
importance de cet auteur en Irlande, Je Diana? pense qu'il y a plusieurs raisons. Donc, le jour qui est consacré à Joyce, c'est Bloomsday, c'est le 16 juin. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait? On se déguise, on s'habille comme des personnages du roman, on mange ce que les personnages du roman ont mangé. On mange de la gorgonzola, on mange des tripes. Mais quand vous dites on, est-ce que c'est, j'allais dire, les intellectuels littéraires ou... Alors, c'est devenu une fête populaire. Je pense que beaucoup de gens qui se déguisent n'ont jamais lu le livre. Mais c'est devenu une fête populaire et ça fait partie aussi du soft power irlandais. Je pense qu'on est très au courant de cette figure emblématique et de ce qu'il représente comme quelqu'un qui a révolutionné le roman en anglais. Qu'est-ce qu'il y a justement de révolutionnaire dans ce livre et qu'est-ce qu'il y a d'irlandais aussi? Ce qu'il y a de l'irlandais, c'est la langue, c'est cet anglais-irlandais, Hiberno English ou Irish English. C'est la promenade, c'est ce qu'on appellerait en Irlande aujourd'hui le crack, c'est-à-dire les échanges, la moquerie, la jovialité. Je pense qu'on retrouve tout ça. Et c'est un livre qui a révolutionné la littérature parce que c'est un livre qui ne correspond pas du tout au canon du roman tel qu'il était conçu à cette époque-là. C'est-à-dire, en quoi est-il révolutionnaire? En quoi la langue, alors d'ailleurs, la langue dans tous les sens du terme, parce que il y a beaucoup d'origine gaélique dans cette langue-là. Il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous avez travaillé sur les traductions de Joyce et pourquoi la langue de Joyce est une langue si particulière, Diana. C'est une langue où on a beaucoup de jeux de mots. C'est une langue où Joyce lui-même est très attaché à l'étymologie et à la variation linguistique. C'est un défi énorme pour les traducteurs. Et donc l'année dernière, au Centre culturel irlandais et en lien avec la Sorbonne Nouvelle, nous avons organisé une série de lectures où on a fait venir les traducteurs, notamment le traducteur italien Enrico Terridoni, qui a traduit Joyce 2 fois en 10 ans. Et ce qui est formidable en Italie, c'est que, contrairement à la France, où je pense que Ulysse est devenu un livre peut-être d'élite, en Italie, c'est un livre qui reste populaire. Pourquoi? Parce que le traducteur italien est meilleur que les traducteurs Non, français? pas du tout, parce que quand même, il y a Ça Joyce arrive, hein, parfois. il y avait Joyce qui était impliqué dans la première traduction, donc on ne peut pas dire que les traductions françaises soient mauvaises. Je pense simplement que les intellectuels français se sont emparés de Joyce. On a le souvenir de Jacques Lacan, du Saint-Homme, et donc c'est devenu quelque chose qui est devenu obscur et élitiste, alors que c'est tout le contraire de ce que voulait Joyce pour son livre. Agnès Maillot, vous qui êtes en duplex de Dublin, vous habitez Dublin. Est-ce que vous avez la sensation, en tant que Française, par exemple, d'habiter dans une nation, je ne sais pas, plus littéraire, avec un autre rapport à la littérature, avec l'ombre de Joyce, comme cela? De Joyce et de bien d'autres, puisqu'il y a évidemment Samuel Beckett, il y a Seamus Heaney, enfin ils sont très nombreux, et il y a aussi, et il faut le souligner, beaucoup de femmes qui écrivent et qui publient des choses extraordinaires. On a une autrice contemporaine qui s'appelle Claire Keegan qui écrit des livres magnifiques, dont l'un d'ailleurs a été adapté au cinéma et sélectionné pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et ce qu'il faut souligner sur ce film que je recommande vivement, qui s'appelle The Quiet Girl, et je laisserai à Cleona le soin de le prononcer en irlandais, c'est que ce film est en gaélique. Il est en gaélique sous-titré en anglais, et c'est un film absolument remarquable. Donc il y a effectivement une vie culturelle qui est très importante. C'est vrai que le 16 juin, non seulement on se déguise, mais on fait le parcours, on retrace les pas des personnages de Joyce dans Ulysse. Donc ça dépasse, en fait, ça dépasse l'étude littéraire telle qu'on la conçoit de façon plus académique. Pour toucher la population entière, c'est un pays où, par exemple, à la mort de Seamus Heaney, qui est un poète,
il y avait un deuil national. Il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas été affectée par la mort de ce poète, qu'ils avaient peut-être même pas lu d'ailleurs, mais qui fait partie de l'identité, tout comme cette tradition littéraire, cette tradition orale qui est très puissante aussi, une tradition musicale qu'on voit dans les pubs, dans la multitude de salles de concert qu'il y a sur Dublin et dans les autres villes. Il y a des festivals partout. Donc oui, il y a une vie culturelle qui est très importante et qui est très locale aussi et qui perpétue les traditions. Bon, Liana, il faut que vous nous parliez de la poésie en gaélique, parce que vous êtes venu avec un énorme livre de poésie gaélique. Vous en avez sur votre passeport aussi. Oui, je pense que c'est le seul pays au monde où on a des poèmes sur notre passeport. Quel Donc, poème? donc on a 3 poèmes. On a un poème du grand poète irlandais prix Nobel W.B. Yeats, auquel votre collègue Maëlys Bessery a consacré un roman. Ensuite, nous avons un poème... Vous êtes aussi la traductrice de Maëlys Bessery, il faut le Entre dire. parenthèses. Il y a le livre un poème de Nuala Ní Dhomhnaill, donc une poétesse de langue gaélique. Il y a un poème en Ulster Scots, du Rhyming Weaver Tradition, des personnes qui sont venues d'Écosse s'installer en Irlande du Nord. Et c'est une façon aussi de représenter les traditions, les différentes traditions sur l'île. Est-ce que vous pouvez nous lire deux ou trois vers en gaélique Bien sûr. Je peux vous citer un poème célèbre de Patrick McPearse, l'un des signataires de la déclaration d'indépendance de l'Irlande pendant l'insurrection de Pâques. Nous vous C'est écoutons. un poème très court qui s'appelle Mishe Éire. Je suis l'Irlande. Mishe Éire, Shinna Main an Cailach Béire, Moor Mavrone. Mishe Éire, Uigni Main an Cailach Béire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis l'Irlande. Je suis plus vieille que la Cailach Béire, donc c'est-à-dire une figure mythique d'une vieille dame et qui est réincarnée tous les ans. Et je suis plus âgée qu'elle, je suis plus triste qu'elle parce que on m'a désertée et je suis plus seule qu'elle. On voit donc cette identité culturelle irlandaise très forte. Agnès Maillot, sur le plan politique, Joe Biden va repartir. Cette paix aujourd'hui est une paix à la fois douloureuse, une paix fragile. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour les années à venir en Irlande? Déjà, je pense que la priorité en Irlande du Nord, c'est de faire en sorte que les institutions puissent se remettre à fonctionner, c'est-à-dire qu'il y ait un accord pour former un gouvernement entre le DUP et le Sinn Féin. Pour l'instant, les négociations n'aboutissent pas, principalement et officiellement du fait que le DUP n'accepte toujours pas le nouvel accord sur le Brexit. On estime aussi que le DUP a du mal à envisager de partager le pouvoir avec le Sinn Féin, non pas parce qu'ils ne l'ont pas déjà fait, ça a déjà eu lieu, mais parce qu'ils seraient ils auraient la deuxième place dans cette organisation bicéphale où il y a un Premier ministre et un vice-premier ministre. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Irlande du Nord et même de l'Irlande, ça serait le Sinn Féin qui serait aux manettes du gouvernement. Et ça, pour le DUP, c'est très compliqué à envisager. Un mot de conclusion, Liana, parce qu'il y a ces divisions politiques, mais en revanche, il y a une forme d'unité culturelle entre les deux Irlandes. Et pour fêter les accords de paix, il y a eu un grand spectacle qui a été organisé à The Abbey Theatre à Dublin, où on a fait venir les gens de toute l'Irlande. Et je trouve qu'un très bel exemple, c'était une chanson qui vient du sud du Munster, la région dont je suis originaire, Ross Cahan et qui a été accompagnée au lambag drum par quelqu'un d'Irlande du Nord. Le lambag drum, c'est l'énorme tambour qu'on voit pendant les défilés des orangistes. Et c'était une représentation très physique de cette unité, de cette notion qu'on peut partager l'île. Et c'est l'idée que nous avançons maintenant, je pense. C'est l'idée d'avoir l'île en partage.
Merci beaucoup à toutes les deux. Agnès Maillot, je rappelle le titre de votre ouvrage l'IRA et le conflit nord-irlandais aux presses universitaires de Caen. Et merci à vous, Cliana Ní-Riordáin. Votre livre Irlande, Histoire, Société, Culture avec Maurice Goldring est publié aux éditions de La Découverte. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8:45.